Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, saison 3, épisode 44. Olivier Brett avec vous, en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux. Messieurs, comment ça va? Ça va. Excellent. On va, si ça vous dérange pas, rester de l'autre côté du lac pour l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être une ou deux questions à la fin sur l'impact de Montréal, mais on va principalement se concentrer sur l'Europe parce qu'on veut parler de l'Euro 2020. Le tirage a été fait samedi dernier plutôt, du Ballon d'Or qui a été décerné à... On va y revenir tantôt. Et à un congédiement qui va dans la foulée du soccer moderne à Londres. Donc, commençons, si vous le voulez bien, par l'Euro. Qui a le plus à perdre dans le groupe qui monopolise toute l'attention? Tu sais, des fois, on parle de groupe de la mort, puis on s'en cherche un, mais il n'y en a pas vraiment. Ben là, il y en a un, et pas à peu près. Qui a le plus à perdre? La France, l'Allemagne ou le Portugal? Effectivement, il y a un vrai groupe de la mort. Je pense que c'est une expression qui est un petit peu galvaudée depuis 1998 où on avait des groupes de 4 et que tout le temps on cherchait finalement ce groupe de la mort. Mais là, véritablement, pour moi, un groupe de la mort, c'est quoi? Juste pour nos auditeurs, c'est une équipe qui on n'aurait jamais pu... J'aime ça, t'es scientifique. T'établis à la base les choses sur lesquelles tu vas placer ton hypothèse. C'est excellent parce que c'est vrai, c'est une question qu'on se pose rarement parce que d'une personne à une autre, ça peut être des rivalités historiques, politiques, ça peut donner quelque chose de super intéressant, alors que pour d'autres, sportivement, ça n'a pas grande valeur. Donc pour toi, c'est quoi un groupe de la mort? Je considère qu'avant le tirage au sort, il y a les équipes qui sont supposées passer le premier tour, et lorsqu'on a 3 équipes qui sont dans un groupe, et forcément il y en aura une qui ne passera pas le premier tour, même si là il y a un petit twist, puisque 3 équipes peuvent se qualifier, c'est un groupe de la mort. Donc c'est pas forcément lié au prestige. Parfois on prend une équipe, on se dit ils ont un nom prestigieux, mais si au début de la compétition, on s'attendait pas forcément à ce qui se passe le premier tour, une élimination n'est pas non plus dramatique. Là on s'entend quand même que pour le champion du monde, le champion d'Europe en titre, et l'Allemagne, qui est comme l'équipe la plus titrée sur le continent européen, et même à l'échelle mondiale, c'est une élimination au premier tour, c'est catastrophique. C'est quelque chose qui remettra en question drastiquement les politiques au niveau des fédérations, les choix des joueurs, des coachs, etc. Donc c'est un vrai groupe de la mort. Donc et sur ce groupe-là, effectivement, comme je pense que la France, championne du monde en titre, a le plus à perdre. L'Allemagne a eu ça de grosses claques et finalement s'en est relevée. Mais la France vit quand même depuis maintenant quasiment même 6 ans sur un espèce de buzz de Didier Deschamps qui a amené ce groupe en quart de finale, en finale de la Coupe du Monde, en finale de l'Euro et bien sûr champion du monde à la dernière compétition. Mais maintenant, la France fait face quand même à une crise d'identité. On a beaucoup de questionnements. C'est quand la dernière fois que la France faisait pas face à une crise d'identité? En tout cas, dans le jeu. Parce que pour ramener ça dans le jeu, effectivement, la France a gagné la Coupe du Monde d'une façon assez pragmatique, finalement en étant même la meilleure buteuse de la compétition. Mais on sent aujourd'hui qu'avec le talent dont l'équipe dispose, on laisse un peu sur sa faim au niveau du jeu et que on en parlait la semaine passée avec l'absence de Benzema notamment. On sait que dans 6 mois, Didier Deschamps sera sûrement radicalement remis en question en cas de faute au premier tour. Par rapport à une équipe, en comparaison avec une équipe d'Allemagne qui, comme Sid disait, prend du mieux, Jean, une équipe de France qui, oui, est peut-être en train de se chercher un peu, mais tu as tellement d'éléments. Le premier qui nous vient en tête, c'est Kylian Mbappé. Tu as tellement d'éléments qui ont encore une marge de progression, qui ont encore plusieurs belles années devant eux. Le Portugal, on a quasiment oublié qu'ils sont champions en titre. Pas mal. Non seulement qu'ils sont champions en titre, et puis qu'ils viennent de remporter la Ligue des Nations. Ouais. Ouais, parce que c'est pas encore rentré dans les mœurs, c'est un petit peu compliqué. Mais parce que c'est une génération qui est arrivée, alors qu'il y a eu auparavant, il y a eu de belles générations, celle de Rui Costa, celle de Figo, etc. Celle-ci est allée au bout. Est allée gagner un titre majeur avec une équipe qui était, elle aussi, pas mal pragmatique. C'était pas toujours sexy son Euro, hein, mais elle est allée au bout alors que les précédentes, qui étaient un peu plus douées, elles, ils sont jamais arrivées. Et est-ce que cette équipe-là est quand même capable de durer sur une autre compétition? On a vu qu'à la Coupe du Monde, ça s'est mal fini dès qu'elle a joué un adversaire de son niveau, hein, en l'occurrence l'Uruguay.
ça s'est arrêté là parce qu'on a vu qu'elle était quand même limitée dans ses possibilités, dans ses options. Est-ce que cette équipe-là est capable de rebondir au-delà d'une Ligue des Nations européennes que peut-être tout le monde n'a pas pris exactement au sérieux? C'est à voir. Je suis d'accord avec Sid disant dans l'idée que la France a certainement le plus à perdre des trois. Pour le Portugal, un échec par contre ferait très mal parce que là où la France et l'Allemagne ont un certain potentiel de renouvellement, ça va forcément être un peu plus long sur le Portugal. Et là, tu risques de tomber dans un véritable creux de vague si la sélection montre qu'elle est un petit peu en bout de course. Un creux de vague avec la fin, là, ça va arriver un jour de Cristiano Ronaldo en qui sélection. va coïncider exactement, parce que finalement c'est l'éléphant un petit peu dans cette histoire-là, parce que oui, ça va coïncider à ce moment-là. Alors groupe de la mort, on va attendre de voir qui est le quatrième, parce qu'après groupe de la mort, ça se décide à 4. Je te ferai toute une histoire sur le groupe de la mort, en particulier 86. À la Coupe du Monde au Mexique, on a parlé. Le groupe de la mort initial, c'est 86. C'est le groupe où il y avait l'Allemagne, l'Écosse. Et l'Écosse, à l'époque, c'était costaud. C'était Dalglish. C'était l'équipe entraînée par Alex Ferguson. Ouais. Donc Allemagne, Écosse, Uruguay et le Danemark, la Danish Dynamite. Et là, tout le monde regardait ça et puis s'est dit, mais qui va sortir de ce groupe? En plus, il y avait possibilité d'en avoir 3. Comme cette année. Qui va sortir de ce groupe? Ça va être malade. Oui, mais tellement serré que tu te disais, ça risque d'être tellement serré que le troisième peut très bien ne pas faire les points, justement. Ouais, parce que justement, c'est trop partagé. À cause des matchs nuls, etc. Ça a été un vrai groupe de la mort. Puis ça finit comment? Je me rappelle plus. Ça a fini Allemagne passée et Danemark et Uruguay. L'Écosse, évidemment, est passée à la Comme quoi, tout le monde va passer, dans le fond. On a cette discussion. Alors là, les trois peuvent passer. Ça peut être. Et puis finalement, on va. C'est le problème de ce genre de système avec un tournoi à 24. D'un autre côté, ça fait que tous les matchs sont intéressants et sont importants parce qu'il y a quelque chose à aller chercher à chaque fois jusqu'au bout. Tous les matchs et toutes les destinations. 12 villes pour l'Euro l'année prochaine. C'est une bonne ou une mauvaise affaire, ça? On comprend l'idée où on veut ratisser plus large, on veut rassembler l'Europe au complet, entre guillemets, derrière un tournoi comme celui-là, mais ça va amener son lot de problèmes logistiques. Évidemment, on se rappelle ce qui s'est passé avec la finale de Ligue Europa l'année passée. 2 équipes anglaise avec à peu près personne qui était capable de voyager pour se rendre au stade à Bakou. Bakou qui est une des villes où on va jouer des matchs de cet Euro-là. Qu'est-ce que vous pensez? C'est une bonne ou une mauvaise idée, 12 villes différentes? C'est effectivement, pour moi, en tout cas personnellement, une fausse bonne idée. Je comprends, on voulait souligner le 60e anniversaire et réunir un peu toute l'Europe, sauf la France, tiens, qui a eu le dernier Euro. Et donc 12 villes hautes qui ont posé aussi des soucis au niveau du tirage au sort, puisque ça programmait déjà... Là, fais bien attention à ce que tu vas dire sur l'Irlande. Non, on n'est encore pas sorti du coup. Vas-y, continue. Mais c'est vrai que, notamment dans le groupe de la Belgique, où 3 adversaires étaient déjà connus avant le tirage au sort, car aussi il y a eu des tensions géopolitiques qui faisaient en sorte que l'Ukraine ne serait pas dans le groupe de la Russie et donc étant automatiquement reversée. Donc ça voilà, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ce groupe de la mort là, mais c'est vrai qu'il y a un problème logistique qui a été posé par l'Euro. Dans le groupe A, tu le mentionnais très bien avec Bakou, ça se joue à Rome et à Bakou. Il y a 3000 km et plus entre les deux villes. On est dans quelque chose de complètement inédit et entre les différents camps de base et les voyagements qui sont à prévoir pour les équipes, il y a toute une logistique de fuseaux horaires, de temps de récupération, de choix de camps d'entraînement. Roberto Martinez pensait s'établir directement à Saint-Pétersbourg pour la préparation de la Belgique. Donc oui, sur l'idée, c'était le fun il y a 5-6 ans quand c'était décidé, mais concrètement, peut-être que ça nuirait au spectacle. On sait déjà quand même, et on l'oublie un petit peu, mais l'Euro 2016 à 24, c'était pas vraiment la plus belle des compétitions. Et en plus de ça... Qu'est-ce que tu es en train de dire sur la Hongrie? Beaucoup de choses. On n'aurait jamais eu nos collègues de TSN en jogging gris en studio si ça n'avait pas été de Gabor Kiraï.
Fait que là, fais bien attention encore une fois à ce que tu dis. Et puis, ça me gêne un petit peu parce que, genre, comme je suis très partisan justement de cette démocratisation du football, d'être un peu le développement de différentes places, mais en même temps, comment ça se fait? Je ne suis pas certain que ça a été la bonne décision de ces 12 villes et 12 pays. Moi, je rêve quand je t'entends, Sid, parce que je vois notre discussion quand on va commencer à parler d'un mondial à 48. Et là, ça va être sanglant. Mais ça va être sur différents continents, cette Coupe du Monde-là. Ah, non, mais la Quelques matchs à New York, 2-3 matchs à Londres, puis... Parce que rendu là... Aïe. Enfin, non, c'est fausse bonne idée. Oui, complètement. C'était l'idée Platini. Parce qu'on n'a même pas parlé de sécurité, là. Là, on parle de logistique sportive. Mais regardez ce qui vient de se passer dernièrement à Londres avec les incidents sur le pont au centre-ville. Je suis pas en train de dire qu'il faut crier au loup, mais c'est toujours la même chose avant des grands rendez-vous, que ce soit l'Euro, la Coupe du Monde, les Jeux olympiques. Mais ça, t'es centralisé. Fait que t'es capable de faire du travail en amont, à former tes forces policières, la sécurité, les troupes, tous tes plans d'urgence ou de prévention. Mais là, t'es explosé partout en Europe. Qu'est-ce que ça va donner? Moi, je suis certain qu'il va y avoir un gros souci. On croise les doigts qu'il n'y aura absolument aucun problème concrètement une fois que le tournoi va être lancé. Mais en amont, il va y avoir de l'inquiétude et pas à peu près. Ça va être, oui, effectivement, à ce niveau-là, quand tu regardes comment ça s'est passé en France il y a 3 ans et demi, et que ça avait été assez lourd au niveau de... Évidemment, logiquement, vu ce qui venait de se passer en France, extrêmement logiquement, il y avait une structure très lourde au niveau de la sécurité. Là, tu le multiplies par 12 en prenant en compte des groupes de personnes qui vont voyager de l'un à l'autre. Ah ouais. Là, tout était regroupé dans un seul pays et donc il y avait une capacité de contrôler assez facilement en localisant au stade. Ouais. Là, tu multiplies le problème en considérant des groupes de personnes qui vont voyager, qui ne vont pas être forcément les mêmes. Enfin, tu brasses. Là, tu crées un mouvement perpétuel durant un mois et qui va être très difficile, effectivement, à contrôler en prenant en compte qu'il doit y avoir un synchronisme entre 12 différents services de sécurité, plus un qui va chapeauter, qui va être Europol ou quelque chose comme ça. Ouais, ça va être pas mal compliqué. Parlons maintenant du Ballon d'Or, messieurs. C'est Lionel Messi qui a eu son 16e là, Ballon d'Or. Ça, il est rendu à 17 à peu près. Ouais. Bref, Virgil van Dijk est le grand perdant dans tout ça. Est-ce que Liverpool est le grand perdant dans tout ça? Comment on se retrouve avec un Liverpool pas récompensé? Avec peut-être un petit goût amer de ne pas pouvoir symboliser la saison de Liverpool dans le palmarès du Ballon d'Or. C'est quand même assez rare. On a 3 joueurs qui font partie du top 5 et que limite, on a l'impression que Liverpool s'est un peu saboté avec différentes campagnes et notamment la campagne assez tardive mais quand même qui a eu un gros impact pour Sadio Mané qui à partir du mois d'octobre, si je me souviens bien, a commencé à vraiment émerger comme un vainqueur potentiel du Ballon d'Or, alors qu'on était pendant toute la grosse majeure partie de l'année dans un duel entre Van Dijk et Messi. Et Liverpool, avec par exemple... Mais juste pour bien comprendre, tu es en train de dire qu'on aurait dû commencer plus tôt ou pas du tout par rapport à Sadio Mané? C'est difficile pour moi de répondre, mais comme ma réponse de cœur et qu'on aurait dû... En poussant un deuxième gars, dans le fond, on a nuit au premier, c'est ce que tu veux dire? Exactement. C'est évident. Messi gagne avec 7 points d'avance. Messi gagne contre un défenseur avec 7 points d'avance. Et ces 7 points-là, ils sont quelque part grappillés à des personnes qui se sont dit « Ouais, c'est vrai que Sadio Mané, il connaît une bonne année. Et c'est sûrement à lui que je vais attribuer les succès de Liverpool. » Alors que pendant jusqu'au mois de juin, le talisman, le symbole des succès de Liverpool, c'était Van Dijk, le défenseur qu'on n'arrivait pas à passer et qui gagne le joueur de l'année UEFA. Et puis, tranquillement, pas vite, on a basculé vers Sadio Mané
en minimisant le fait que Mo Salah a aussi des très très gros appuis de personnes qui ont un vote quasiment automatique. On le voit un petit peu parfois dans la répartition des votes. Et ces trois joueurs, finalement, se sont grugés des voix les uns les autres et fait en sorte que Van Dijk échappe un ballon d'or, alors que Liverpool connaît une saison historique à différents égards. Et c'est peut-être un peu regrettable, mais même si c'est Lionel Messi et son 25e ballon d'or, et c'est pas non plus l'épicier du coin qui l'a ramassé à sa place. Donc c'est un peu compliqué. Je t'écoute parler du partage des voix, des quelques votes qu'il y avait entre le vainqueur et le deuxième. J'ai l'impression d'écouter un analyste à la fin d'une soirée électorale qui est en train de peut-être remettre en question la manière avec laquelle on comptabilise les votes. Comment tu interprètes ça? Est-ce qu'il y a des choses à changer par rapport à comment ce vote-là se fait dans le concret? J'ai l'impression que c'est un débat qui est très récurrent après coup de l'élection du Ballon d'Or. Mais par exemple, je suis peut-être un peu gêné du fait que Van Dijk est arrivé premier à plus de reprises que Lionel Messi. Et peut-être je me suis demandé, mais cette notion de top... OK, là, je veux juste préciser, tu es un analyste après les élections américaine. Parce que tu as gagné partout, mais sauf à la place où c'était important. Exactement. Exactement, mais c'est intéressant parce que c'est à se demander si cette façon de voter sur un top 5, déjà, France Football décide des 30 sur lesquels on peut voter. Bon, on va prendre ça pour acquis. Mais après, cette notion de top 5 où il y a des points qui sont répartis en fonction de la première, deuxième, troisième place, on arrive à certaines aberrations sur le fait qu'effectivement, Van Dijk a été voté premier par plus de personnes que Messi. C'est pas le signe que c'est vraiment lui le ballon d'or. On a parlé tantôt de la campagne pro-Mané. En Afrique, Mané n'est pas premier. En Amérique du Sud, c'est quasiment une évidence depuis les 10 dernières années. Messi est toujours le premier en Amérique du Sud. Donc, ça peut être pas chez les Brésiliens, mais en tout cas, il y a des votes qui sont très communautaires et qui posent un peu une question de quels sont. Et il y a aussi des votes farfelus. Comme j'ai envie de tous nos auditeurs à regarder les votes du journaliste sri-lankais qui nous met Aubameyang en deuxième, qui nous met Kane sur le podium et qui choisit Alexander-Arnold comme numéro 1. Donc on se pose un peu la question de qui vote, pourquoi, comment et si ça n'a pas les influences sur effectivement qui mériterait d'avoir le ballon d'or. Ouais, alors là tu lèves X lapin là. et à totalement juste titre. Un analyste politique qui joue à Duck Hunt. C'est ça en ce moment là. Ouais, Elmer Fudd. Oh boy, vas-y. Ouais, sur les votes, totalement d'accord. Ça a toujours été le problème du Ballon d'Or. Dès le début, même quand France Football le faisait avec ses correspondants uniquement en Europe. Déjà Est-ce que ça faisait débat? Parce que toi, tu l'as vécu cette époque-là. Ouais, ça faisait à débat. l'intérieur de la communauté journalistique, là, ça brassait-tu un peu? Y a-t-il des moments? Totalement. Parce qu'il y avait de tels décalages dans là, non seulement c'était... À l'époque, c'était uniquement des joueurs européens. Okay. Parce qu'il y avait pas accès des correspondants dans chaque pays, des correspondants de France Football dans chaque pays. Donc, il y avait 32 correspondants à l'époque. C'était assez carré. Il y en avait qui étaient plus pesants que d'autres, je présume? Il n'y avait pas. Non, tu regardais un tel ou un tel, mais chaque correspondant avait exactement il n'y avait pas un plus important qu'un autre, quoi. Okay. Chacun avait son décompte de ses 5 joueurs, et puis sous le même chose, même décompte de points, etc. Il y avait. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement un gros problème de crédibilité parce que politiquement, il y avait des choix qui étaient faits par certains groupes de journalistes pour promouvoir un joueur d'un certain endroit. Tu es en train de me dire qu'il y avait des votes intéressés? Ouais, bon, ça atteint son paroxysme plus tard avec l'élection de Nedved plutôt que Henry. L'année oui, toute l'Europe de l'Est où tous les correspondants de l'Europe de l'Est, donc ça c'était pas mal plus tard, il y avait pas mal plus de monde qui votait, mais c'est arrivé là. Et puis il y avait un autre problème, et là aussi on retombe dans ce que tu dis parce que c'est avec ton exemple du Sri Lanka, qui a un accès à l'information. Parce qu'il y a clairement des gens qui n'ont pas une information aussi complète et qui ne vont voter qu'en ne voyant que des bribes. Et qu'est-ce que tu vas voir ? Tu vas voir forcément Alexander-Arnold. Tu vas voir, quand tu ne peux voir qu'un concentré de ce qui se passe,
Coudon, les gars, on est-tu à Fox? Me parlez-vous de fake news là en ce moment? C'est Mais juste des bribes, choisir sur des headlines. Puis, Bien sûr. oui, et puis genre comme là, on est peut-être Alexander Arnold qui connaît comme une très bonne saison sur le c'est terrain. c'est pas mais je sur pense lui, que mais là, les gars, ballon d'or, là, on est ailleurs. Là. Alexander Arnold est extraordinaire, mais on n'est pas en train de parler de ça. Si Virgil van Dijk est numéro 2, Arnold est certainement pas numéro 1. Tout à fait. Mais lorsqu'on creuse à partir, mettons, de la 8e place jusqu'à la 20e, ben, on est de plus en plus en dehors du terrain. Et il y a des joueurs qui ont une exposition médiatique grosse, qui faussent un petit peu les perceptions de la qualité de leur saison. Et oui, donc sans forcément être dans la fake news, on est dans un espèce d'affect où on se dit, oui, je m'en souviens de ce match-là, une demi-finale ou ce match ou autre. Et puis, bon, ben, allez, hop, c'est lui qui va avoir des points au-dessus d'une personne qui était vraiment plus régulière. Je fais un parallèle quand même avec les femmes. Megan Rapinoe a joué 6 matchs cette année en club. Elle est ballon d'or, très bien, fait une bonne Coupe du Monde. Pas forcément mais la meilleure performance de la Coupe du Monde, mais elle joue 6 matchs. Alex Morgan, pareil, joue 3-4 matchs en saison régulière, marque 5 buts contre la Thaïlande. Il y a des questions, et puis on est un petit peu dans cet effet Martha. Je m'en souviens d'un dribble, ok, Martha, c'est elle qui va gagner le ballon d'or. Et puis Messi et Ronaldo ont quand même bénéficié d'une certaine aura où leur saison est peut-être pas la plus performante. Parce qu'après, c'est quoi la question à laquelle on répond? Le meilleur joueur ou la meilleure performance en saison? Ça aussi, c'est un peu compliqué. Et ces phénomènes-là, ben, lorsqu'ils superposent, donnent des choix qui peuvent être discutables. Mais dans les deux cas, je suis désolé, les gars, sur cette saison-là, sur ce qui a été fait, Virgil van Dijk mérite d'être numéro 1. Oui, d'accord, totalement. Ce qui est bien dans ce que... C'est parce qu'il y a trop d'historique attaché. Si Lionel Messi débarque et est catapulté sur la planète Terre, puis fait cette saison-là, on le connaît pas. On connaît pas Virgil van Dijk. C'est Van Dijk qui remporte sur cette année-là. Et je pense que Jürgen Klopp l'a bien résumé. Il a dit, puis là, il parle de son propre joueur. Si on est en train de demander c'est qui le meilleur joueur, tu le donnes tout de suite à Lionel Messi. Si tu es en train de demander celui qui a été le meilleur sur la dernière année, tu le donnes à Virgil van Dijk. C'est sûr que c'est un gars qui est intéressé parce qu'il est en train de parler de un de ses protégés, mais je trouve que c'est quand même assez lucide comme évaluation. Tu reviens à ce discours qui existe, tu me posais la question. Alors, un des discours qui existe depuis le début, depuis que Stanley Matthews a eu le premier ballon d'or, quels sont les critères? Le groupe de la mort en 86 puis Stanley Matthews. C'est pour ça qu'on adore faire ce podcast-là. On est capable de sortir des trucs extraordinaires. Vas-y. Non, mais quels sont les critères? Quels sont les critères? Effectivement, est-ce que c'est la performance? Est-ce qu'il faut prendre en compte absolument les trophées? Est-ce qu'il faut les valoriser? Est-ce qu'il faut arriver à un décompte de points? 10 points pour la Ligue des Champions, 4 pour la première année. Stanley Matthews, c'était le style. Le style dans sa petite feinte où il se déplaçait d'un côté, puis après ça, il parlait avec l'extérieur du pied. Ça, c'est le style de jeu. Puis il y a le style vestimentaire aussi, parce que les shorts bouffantes à l'époque, c'était magnifique. Mais c'est vrai, quand tu parles de Mané, dernière chose, c'est qu'on se rend compte là, parce que Salah a été un peu moins bon à un moment, que beaucoup de choses reposaient sur lui. Mais c'est une perception qui est arrivée tard. Alors là aussi, on revient dans la perception médiatique qu'on peut avoir parce qu'on nous a présenté Mo Salah comme ça à un moment. Et puis, c'est vrai qu'il y a les deux gars autour de lui qui sont pas mal. Mo Salah a été bon. Parce qu'il y a des qualités hors normes, mais autour de lui, ça monopolisait Firmino et Mané, ça monopolise l'attention d'un paquet de défenseurs, ça met tout le monde un peu fébrile, puis quand un gars comme Salah qui est capable d'en profiter, ben c'est sûr que tu parais encore mieux que les qualités que tu as à la base, donc je pense qu'on est en train de le voir là, peut-être un peu à rebours. En parlant de rebours, on va être obligé de jeter un regard qui ressemble pas mal à ça sur Unai Emery à Arsenal. Comment vous interprétez ce départ-là alors que chez les Gunners, c'était exactement le scénario qu'on avait dit vouloir éviter? C'est fou. C'est fou parce que tout autour de la nomination de Emery, il y a eu ce discours, et puis on nous l'a présenté, comme quoi il fallait absolument et que tout avait été fait pour éviter les erreurs de Manchester United après le départ de Ferguson, parce que évidemment le parallèle avait été tracé et puis tout le monde attendait, avant même le départ de Wenger, tout le monde attendait voir ce qui allait se passer à Arsenal en se disant est-ce qu'ils vont vivre la même chose que United et se planter complètement. Et le parallèle, c'en est un qui est surtout intéressant parce que d'abord, il y a eu une grosse rivalité
entre les deux. Les règnes, c'est 22, 26 ans. T'es pas à 1 000 de campagne, là, ça se ressemble quand même assez. Les deux ont vécu la même réalité dans le sens où c'est pas la première division dans les années 80 où Matt Busby versus la réalité de la Premier League, la Champions League comme on le connaît maintenant. Donc, c'est pour ça que le parallèle était aussi important. L'étude de cas était tellement utile et pourtant, on est obligé de dire qu'on est passé à côté avec un entraîneur qui cadrait quand même avec la foulée de l'ère Wenger, qu'on voulait changer à quelque part parce que ça n'a pas fonctionné sur les derniers 1000. Mais on est passé à côté où? Je pense que c'est tout simplement inévitable. Ça aurait été n'importe qui? Ça aurait été n'importe qui, ça aurait été inévitable. Je pense que on a ces deux monuments du foot qu'on ne verra plus. 20 ans, enfin, c'est des chiffres complètement hallucinants. On peut-tu partir avec ça? Ça n'arrivera plus jamais, ça? Ça n'arrivera plus jamais. Dans des clubs comme ceux-là? Non, ça n'arrivera plus jamais. Je crois. Alors là, j'aime bien ce que tu dis parce que tu rejoins au bout du compte la même réflexion en disant la durée. Bon, on va en Parce que on va 20 ans, parler. là, parler de La 5 ans durée maintenant, c'est extraordinaire. peut être un gros handicap. Est-ce que ça va se reproduire? Je peux pas te le dire, mais c'est vrai que la tendance vient de le faire, là. va vers des cycles. La tendance va vers des cycles beaucoup plus courts. Et même des gars comme Guardiola, Mais ils connaissent la limite de leur cycle à eux et disent, tu sais quoi, les meilleurs quittent par eux-mêmes plutôt que de dire, tu sais quoi, je vais repartir et je vais recommencer. Exactement, puis c'est pour ça que peut-être que ça peut arriver dans des clubs à un échelon inférieur, en tout cas de niveau inférieur, mais moi, le bout de phrase que tu dis dans ces clubs-là, au top, c'est impossible. Je vois. Donc là, on parle vraiment que ce soit au Bayern, je veux dire, même Rummenigge ne va pas faire 20 ans au Bayern. Aujourd'hui, on est dans une pression d'un foot business et d'un cycle et de renouvellement perpétuel et même de recherche de défis et de sollicitations financières. Quand Guardiola quitte Bayern pour City, il quitte avec une revalorisation de salaire qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est quand même influencé par ça et que de toute façon, quand je pense on prend l'exemple de Zidane, il y a un essoufflement aussi au top qui peut-être que voilà, j'ai fait ça, j'ai fait le tour de 3 Ligues des Champions, puis je vais arrêter, puis hop, là ça me reprend, ça me pique et je reviens. Je pense que Wenger et Ferguson qui sont à l'essence même des bâtisseurs et qui ont peut-être Arsenal un peu plus, mais encore même là, comme je glisse, et qui ont quand même bâti quelque chose avec ces deux clubs, on n'en retrouvera plus. Mais est-ce que ce profil-là va devenir le directeur sportif, le directeur technique, qui lui pourrait devenir le marionnettiste derrière tout ça pendant une période de 20 ans? T'amènes la réponse, parce que effectivement, ce qui se passe avec Wenger, Ferguson, c'est qu'ils ont présidé à l'avancée, au développement de 2 clubs, au changement des structures. À une époque où les structures, si tu regardes celle de 92 et celle actuelle, dans n'importe quel club, ou certainement des clubs de très haut niveau, sont complètement différentes. Mais pas juste au club, Jean. Alex Ferguson, à United, à l'époque, il y avait une parole qui pesait lourd. Son opinion pesait lourd sur la structure de la Ligue des équipes réserves, par exemple. Donc, c'était même pas dans le giron de Manchester United, là. Il y avait du poids à l'échelle de la Ligue au complet et des structures de compétition. Il n'y a pas un entraîneur en Angleterre aujourd'hui, même Guardiola, qui peut avoir une influence. Non. Regarde Klopp avec le mondial des clubs. Ouais. Voilà. Et rappelle-toi qu'à une époque, quand même, Ferguson, il dit je dois aller jouer le mondial des clubs au Brésil. Finalement, on se retire de la Coupe d'Angleterre. Ça marche plus. Rappelle-toi ce qui s'était passé en 2000. Que United, pour la première fois qu'il y a un mondial des clubs qui est organisé au Brésil, United a un conflit de calendrier et il décide de se retirer d'une compétition en Angleterre. Aujourd'hui, il se fait massacrer. En fait, à l'époque, c'est Ferguson. Mais justement, il y a le directeur sportif qui vient de voir et qui dit non, c'est pas ça ta position. Regarde ce qui se passe avec Klopp là maintenant, qui est obligé de jouer 2 équipes, de monter 2 groupes pour disputer 2 compétitions parallèlement. Ça n'a plus rien à voir. Et la structure des clubs est maintenant telle que tu ne peux pas effectivement avoir quelqu'un capable d'avoir autant de pouvoir, parce que quelqu'un qui dure aussi longtemps, c'est quelqu'un qui va forcément accumuler les pouvoirs. C'est clair. Et tu ne peux plus avoir quelqu'un qui accumule autant de pouvoir sur la durée. Et certainement pas quelqu'un aussi près du terrain. Et ce qui est dangereux, c'est un peu comme quelqu'un qui arrive dans une entreprise où
t'as pas tous les systèmes en place, mais t'as une personne qui est ultra performante. Quand cette personne-là est sur place, ça fonctionne. Quand cette personne-là quitte, tu te ramasses dans le trouble parce que le savoir part avec elle aussi. Et c'est là qu'avoir quelqu'un... Parler de coulisses pour un directeur sportif, c'est peut-être pas le bon mot, mais un peu plus en retrait, alors que le coach, lui, est dans les tranchées, sur le bord de la ligne de touche ou devant les médias, bien là, ça te permet de travailler un petit peu plus et de travailler sur le fond, sur les structures, puis la vision au-delà des 2 prochains matchs, par exemple. Et c'est peut-être ça qu'on va voir au cours des prochaines années, qu'on aura une discussion dans 20 ans sur un directeur sportif qui arrivera, tiens, je sais pas, à Tottenham, à Arsenal, à Manchester United, un autre pour partir un nouveau cycle, et c'est lui qui aura tous ces pouvoirs-là. Que tous les grands clubs qui ont vécu des règnes comme celui-là, Busby un petit peu, mais Brian Clough à Nottingham Forest, Munoz au Real, Jock Stein au Celtic. Lobanovski, non, c'est un petit peu, c'est un cas à part. Brian Clough, j'en ai parlé. Giroud à Auxerre, Giroud à Auxerre, 40 ans quand même. Eh ben, tous ces clubs-là se sont cassés la figure, mais tout de suite après. Dès que le gars est parti, vide total dans l'organisme. Ben, une conclusion qui va avec l'introduction de Sid qui disait que c'était inévitable. Ça aurait été n'importe qui. Maintenant, on va tourner la page. Et cette page-là, ben, la prochaine, ça va être l'Impact de Montréal parce qu'on a quand même, je le disais en début d'émission, une question qui vient de Mathieu Tremblay. Est-ce que on peut, de manière réaliste, s'attendre à, puis là, c'est ce qui est entre guillemets, fait qu'il faut faire bien attention, des grosses signatures lors du prochain marché des transferts au mois de janvier du côté du 11 montréalais. Est-ce qu'on a des indications que Joey va sortir le chéquier? Sortir le chéquier, on ne le sait pas. Ça reste à voir parce qu'il n'y a personne qui a d'infos privilégiées à ce niveau-là. Par contre, sachant qu'on a parlé aujourd'hui de l'Euro qui s'en vient au mois de juin-juillet prochain, est-ce que vous avez l'impression que recruter ou construire une équipe dans une année de compétition importante comme celle-là, surtout l'Euro, la Coupe du Monde aussi, évidemment, mais là, sachant que c'est Thierry Henry qui débarque avec un directeur sportif belge, ton premier endroit où tu vas aller chercher des joueurs, c'est fort probablement l'Europe. Est-ce que ça change le recrutement, savoir qu'il y a une compétition comme ça? Ça peut peut-être l'accélérer dans certains cas, surtout peut-être le retarder dans d'autres? Oui, c'est sûr que l'Euro est un énorme facteur, un peu comme la Coupe du Monde, tout simplement parce que ça se joue durant la période estivale et les plus gros mercatos, vu la construction des contrats européens, c'est la période estivale. Donc, pour des grosses signatures, oui, un énorme facteur. Maintenant, je pense même pas qu'il y aura des grosses signatures. S'il y en a une, ce serait déjà très très bien. Il faudrait faire ton exercice encore une fois. C'est quoi une grosse signature? Ça, on gardera ça pour une autre émission, là, mais non, mais c'est vrai, c'est une très bonne sous-question. Mais en termes d'indicateurs, on peut quand même, lorsqu'on fait un peu l'exercice du cap salarial, dégager environ 1 million de dépenses potentielles pour l'Impact de Montréal au sein du cap salarial. Maintenant, est-ce que Joey Saputo ira plus loin? J'ai l'impression que si un profil se présente, on est dans une dynamique un peu, on va dire, à la Boyan. On est dans une dynamique où le staff serait prêt à faire le geste financier. Donc je suis pas, si ça l'alignement des planètes, oui. Maintenant, est-ce qu'il y aura? Je ne le sais pas. L'Euro, et je pense que moi je te rejoins quand même tu parlais un peu des grosses compétitions, un peu comme la CAN ou la Gold Cup. Il y a un peu le côté de on va payer un prix premium si on découvre ce joueur-là après la compétition. Mais on a peut-être des dossiers en ce moment où la personne te dit, ben non, moi je vais pas quitter l'Europe là, sachant que mon sélectionneur pensait à Safir Taider cette année, qui voulait jouer tous les matchs, qui voulait être certain d'être disponible et bien en vue pour son sélectionneur au cas où il pouvait être sélectionné pour aller à la CAN avec l'Algérie. Tu as un paquet de gars en Europe qui se disent la même chose. Je vais pas partir au mois de janvier, même si vous avez la Ligue des champions CONCACAF avec l'Impact, parce que là, moi, je vais disparaître du radar. Puis ce que je veux faire, c'est partir à l'Euro. Ouais. Javinko. Est-ce qu'il revient pas? Et puis en fait, tu te rends compte que le fait, malgré toute sa réussite en MLS, mais le fait d'être parti en MLS, ça a pas mal plombé toute possibilité de retour en grande compétition avec la sélection. Dans une sélection où le sélectionneur était assez fermé, aussi. Là. Ça, il faut le dire. Mais là, oui.
Mais c'est vrai que l'un le va avec résultat est le l'autre. même. Exact. Mais exactement, L'un va avec l'autre. et ben, quand même, bon, on va parler de Dzemaili ou Lapalainen, il y a quand même des cas où on pourrait justement être appelé en sélection tout en jouant en MLS. Il faut voir aussi le profil de joueur. Ouais, c'est ça. La Finlande puis l'Italie, c'est pas la même réalité. Exactement, Donc, ça devient... selon le profil du joueur et genre comme de sa sélection, il y a quand même pas mal de joueurs qui pourraient faire ce 6 mois-là sans que ça affecte leur participation à la compétition après. Pour les grosses signatures, on va conclure la question de Mathieu là-dessus. S'il y a un moment, c'est pas le même genre de domaine de réflexion, mais souvenez-vous à l'époque où Rémi Garde, dans les 6 premiers mois de son règne, jouait les gros bras un peu. On avait l'impression qu'il envoyait des messages à Joey Saputo en disant « Mon effectif me satisfait pas, on a besoin d'ajuster, on a besoin de plus de qualité, on n'a pas assez de profondeur. » S'il y a une année où t'es Olivier Renard, Kevin Gilmore, Thierry Henry, tu prends un espresso ensemble et tu te dis « On est-tu capable là, de faire un petit push pour convaincre Joey de dépenser de l'argent? » C'est cette année. Parce que là, t'as Thierry Henry qui va débarquer. T'as la Ligue des champions, ça reste à voir comment ça va tourner, mais t'as pas une deuxième chance de faire une première impression. Mais t'as toute une première année pour faire une première impression avec Thierry Henry à la barre. Maintenant, si t'es frileux dans ton recrutement versus agressif avec la capacité, si t'as une opportunité à la Drogba, parce qu'un Drogba, ça reviendra jamais tel quel, mais quand même une occasion sur laquelle tu peux bondir puis signer un chèque. Moi, je pense que s'il y a un moment pour le faire, c'est cette année. L'année d'après, là, tu vas être plus frileux parce que tu vas te rendre compte ça te coûte combien avoir Thierry Henry. Tu vas te rendre compte ça t'a coûté combien garder un gars comme Piatti ou combien ça te coûte avoir un Boyan comme joueur désigné, parce que l'année d'après, c'est ce qui arrive dans son contrat si on décide d'exercer l'option. Bref, ça va être une année fascinante à suivre d'un côté financier. Thomas Villeneuve, maintenant. Croyez-vous que Ole Gunnar Solskjaer aura droit à la patience des dirigeants manculiens dans le début, dans le but d'aller jusqu'au bout de son projet de reconstruction? Bref, est-ce que c'est le même sort qu'Emery qui attend Solskjaer? Au départ, la donne est complètement différente. Je pense pas que la patience soit élastique. Je pense que pour l'instant, il est sur des œufs. Que les résultats là. Bref, il n'y a personne qui a la conviction en ce moment qui peut me dire je suis certain qu'il va être là encore dans 1 an. Puis c'est rien contre le gars. Dans 3 mois, Olivier. Ben, c'est ça. Non, mais honnêtement, un petit break pour le temps des fêtes. Simplement, il n'y a pas la même panique qu'il pouvait y avoir à l'époque où était Mourinho, parce que ça, c'est exactement il y a 1 an, le départ de Mourinho. Et il se trouve que la situation, et si tu regardes par exemple le classement de la Première Ligue, c'est tellement serré et que tu fais un bon match, tu es dans le premier tiers. Tu perds un match, tu redescends comme ça. Donc, il est très difficile de dire on est vraiment dans une mauvaise passe, à moins d'être Everton pour l'instant. Oh boy. Mais donc, sinon, on est un petit peu dans une situation de dire on vient de battre Tottenham. Donc, on juge au mois de mai, ouais, moi je pense que oui. C'est ça. Oui, mais en même temps, je dirais qu'il y a des matchs clés, comme le match de Francfort a été la goutte de trop pour Unai Emery, et que le match de Tottenham aurait pu l'être. Une défaite contre Tottenham qui est un nouveau coach il y a 10 jours. Solskjaer, je ne sais pas s'il il fait le derby en fin de semaine. Donc, et même là, un derby où il se fait Manchester devient bleu, je ne le sais pas. Comme si on ne pourrait pas décider qu'on prenne un nouveau coach, qu'on travaille sur le mercato hivernal, disons qu'on se débarrasse de Pogba au Real Madrid, on engrange de l'argent et on passe à autre chose. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui le mot patience dans la réalité du football actuel, c'est très compliqué. Mais tu as aussi pas de prise de risque. T'as patience qui est plus tout à fait au goût du jeu, mais on va pas trop non plus. Faut quand même là maintenant on est à se dire waouh, on va voir ce qu'on va faire. Moi, j'en vois quand même un peu de prise de risque. Il y a Tottenham là, qui vient de mettre José Mourinho sous contrat. Je pense que c'est quasiment... Non, parce qu'ils savent à peu près où ils vont. Oui, mais c'est ça. Mais moi aussi, je sais où ils vont, puis c'est pour ça que je trouve que c'est un risque. On va terminer avec la question de Justin Saint-Arnaud qui demande, avec la dissolution du Fury d'Ottawa, à quel endroit l'Impact devra envoyer ses joueurs qui ne peuvent pas avoir des minutes avec la première équipe? Est-ce que c'est en première ligue canadienne avec une équipe réserve ou n'importe où? C'est
c'est quoi en ce moment? Est-ce que c'est un problème ou une opportunité? Parce que dans mon cas, je vois que c'est plus dans la deuxième case. Parce que c'est pas vrai. C'est ce qu'on a essayé de faire accroire aux gens avec le partenariat avec le Fury d'Ottawa, qu'un one-stop shop, c'est de ça que tu as besoin pour faire jouer tes joueurs. Mais c'est pas vrai. Jamais un seul club avec lequel tu travailles va avoir les mêmes ouvertures pour combler tes besoins. Et c'est là où dire, on travaille avec une équipe, parfait, il y a de la synergie entre les deux, puis on va dans la même direction. Moi, j'y crois pas. Tu as des gars qui vont avoir besoin de jouer en Canadian Premier League parce que leur niveau en ce moment, puisqu'ils ont 18-19 ans, il est là. Tu en as d'autres qui ont 20-21 qui doivent peut-être aller dans une bonne équipe de USL ou même à Bologne jouer avec l'équipe réserve. Tu sais, c'est tous ces profils-là qui doivent être évalués à la pièce. Plutôt que de dire on est l'Impact de Montréal, on envoie nos gars où? On les envoie au Fury d'Ottawa. C'est comme ça qu'on a fonctionné depuis quelques années. Puis pour moi, c'est du fer à croire, c'est de la poudre aux yeux. Parce que la réalité, c'est que ce partenariat-là aurait jamais existé si ça n'avait pas été du fait que tu as mis la clé dans la porte de ta propre équipe réserve. Tout à fait d'accord avec toi, Olivier. Genre, je pense que la bonne réponse est simplement d'avoir une équipe réserve. Comme ça ne va pas arriver du jour au lendemain, il faut repenser la notion de prêt et de développement des joueurs. Et ça ne se fera pas dans un seul club. C'est une évidence. Comme de toute façon, l'Ottawa Fury n'était pas forcément la bonne manière de procéder parce qu'on ne pouvait pas envoyer tous les joueurs qu'on le voulait. Ils avaient aussi des propres besoins. Et dès le départ du partenariat, le coach, dont le nom m'échappe, avait indiqué qu'il n'y aurait aucune garantie de temps de jeu pour les joueurs. Ouais. Et avec les mécanismes... C'était Dalglish qui était là à l'époque, non? Et vraiment, je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai trouvé d'ailleurs son attitude assez frontiste, et en plus des mécanismes de rappel qui font une forme de... Le joueur forcément ne sait pas forcément où il est, on va regarder un petit peu au niveau des blessures, est-ce qu'il va se faire rappeler pour le match de Coupe canadienne, il y a des quotas de joueurs canadiens à voir dans ces matchs-là. Il y avait quand même une difficulté inhérente à ce partenariat qui était loin et proche. On l'a quand même dit à plusieurs reprises que le staff de Rémi Garde n'était pas parti observer des matchs d'Ottawa Fury. Donc aujourd'hui, effectivement, la réponse elle est ailleurs, dans des prêts à long terme, dans différents clubs, en fonction de la meilleure destination pour le joueur qui aura besoin de minutes. C'est une vieille histoire, hein, ça, le concept d'un club qui deal avec un autre, qui travaille avec un autre, un petit peu moins coté, pas dans la même division, et puis qui permet d'avoir des échanges. Tu prends nos jeunes ou nos joueurs qui ont besoin de se remettre à niveau, etc. Et nous, on va dans l'autre sens et on fait la promotion, etc. C'est un vieux système qui a été mis en place, entre autres, en Italie dans les années 90, simplement parce que c'était avant l'arrêt Bosman et c'était une façon de faire bouger les joueurs. Ça peut marcher dans certains cas. Ça peut marcher dans certains cas qui sont généralement des exceptions. C'est ça. Actuellement, on est dans un système où, au contraire, il faut être capable de ventiler beaucoup plus parce que tu juges, t'as beaucoup plus... Ta catégorie d'âge et de niveau est beaucoup plus large maintenant, et effectivement une situation ne va pas à tel joueur ou ne convient pas forcément à X joueur. Non, tu dois être capable de ventiler beaucoup plus large. C'est pas la meilleure option pour l'Impact de Montréal. L'option la plus simple pour l'Impact de Montréal, ce qui a été décidé dans le passé, c'était simple. Dealer avec le Fury d'Ottawa. Tu as une personne à appeler, puis ça marche ou ça marche pas. Là, il faut que ce soit la meilleure solution pour chacun des dossiers, chacun des joueurs en qui tu crois, qui ont le potentiel de passer au tour suivant, de passer en équipe première. Puis on est bien content d'avoir un gars comme Olivier Renard dans ce cas-là, parce que pour quelqu'un qui fait ça, là-bas, comme je te pousse sur le côté, dans ses autres tâches connexes, parce que Rémi Garde, c'était ça, là. Il n'y avait pas de directeur sportif avant l'arrivée d'Olivier Renard. Comment tu peux avoir le temps de gérer tout ça? C'est impossible. Et tu te retrouves dans une chaîne parce que tu as un club, dans cette chaîne, tu as un club à Ottawa, mais tu as aussi un club en Italie. Non, mais là, Jean, on n'a plus de temps, là, l'émission. On va pas parler de Bologne, là, parce qu'on va faire des flips par en arrière pendant un... Oui, t'as raison. T'as raison à 100%, parce que quand tu rentres Bologne dans l'équation, tiens, il faudrait appeler M. Sabatini à un moment donné pour faire un podcast. Je pense que ça pourrait être intéressant. Merci. Merci. Toujours, spécial Noël. Oui, un spécial Noël. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci de nous avoir envoyé vos questions. Vous pouvez le faire tout au long de la semaine avec le hashtag LDSF. Vous pouvez consommer et partager le contenu sur le rds.ca/balado-diffusion, ainsi que sur les applications RDS et iHeartRadio.